Est-ce que vous avez votre PowerPoint? Oh, vous n'avez pas parlé de PowerPoint. Ben, vous avez des diapositives sur la... Oui, on a ça. Allez-y, vous avez la parole. Donc, on est deux. Merci beaucoup. Merci. Mettez-vous devant le micro, quand même. Ah, vous ne m'entendez pas? Oui, je m'appelle Omar Diao et je suis originaire du Sénégal. J'ai la chance d'avoir quitté le Sénégal, travaillé au Maroc, au Maghreb pendant 10 ans et travaillé maintenant en France pendant 14 ans. Donc, je connais le pays de départ, le pays de transit et le pays d'accueil. C'est une chance. Voilà, et donc du coup, nous, dans notre association, c'est une association qu'on appelle ALS, une association de lutte contre le sida et pour la santé sexuelle, une association qui a été créée vers les années 85 par des médecins et des personnes vivant avec le VIH. Voilà, et dans notre association, on a deux programmes. On a le programme Jeunes. Donc moi, je m'appelle Lucia Milsan et je suis chargée de prévention dans le programme Prévention Jeune de l'ALS. Donc, peut-être la future coordinatrice. Voilà, et il y a le programme Migrant, dont je suis le coordinateur. Et dans le programme Migrant et le programme Jeunes, nous sommes deux programmes qui interviennent, en tout cas, à l'extérieur, hors les murs. Ce qu'on appelle hors les murs sont des interventions sur le terrain. Et dans le programme Migrant, nous avons... l'objectif, c'est d'abord animer des séances d'information collective auprès des MNA, des mineurs non accompagnés, ou moi je les appelle des JEDI, jeunes étrangers en danger isolés. Voilà, on peut les appeler comme ça aussi, il y a plusieurs appellations en droit, plusieurs appellations qui existent. Et donc, du coup, nous, on parle de l'hépatite B, de l'hépatite C, de VIH, de l'égalité des genres, voilà, l'égalité des genres, et de santé sexuelle de manière globale, surtout de consentement. On parle beaucoup aussi de consentement. C'est vrai, ce n'est pas évident, mais quand même, sur le terrain, on essaye de parler du consentement. Et animer ces séances d'information collective sont des séances qu'on anime auprès d'eux, à peu près par groupe. Ce sont des groupes de 10 jeunes, voilà. Et nous, notre avantage, c'est qu'on parle la même langue que les personnes. Moi, je parle à peu près 7 à 8 langues d'Afrique de l'Ouest, y compris le darija marocain. Donc, du coup, c'est une chance de pouvoir communiquer dans leur langue. Et ça leur permet de comprendre. Et je ne me considère pas comme un sachant, je me considère comme un père. Ça fait toute la différence. Voilà. On n'est pas là pour leur donner des leçons, on est là pour leur donner des conseils. Et ça, c'est complètement différent. Donc, du coup, en parlant de ça, aussi, on propose à la fin de chaque séance, les séances durent 45 minutes, et à la fin de chaque séance, on propose des tests de dépistage pour ceux qui veulent faire des tests de dépistage hépatite B, hépatite C. On le propose, ces dépistages. Mais également, sur le terrain, on rencontre beaucoup de gens qui ont la volonté de vouloir être des relais. Donc, on les forme, ces personnes-là, ils viennent avec nous sur le terrain et ils animent des séances dans leur langue, oui, parfois dans le Wolof, le Bambara, le Soninké, le Mandéké, le Djanké. Voilà, dans leur langue, ils peuvent expliquer c'est quoi les modes de contamination, les modes de protection, comment sensibiliser les personnes pour qu'ils aillent vers le droit commun. Je vais vite. Donc, du coup, pour moi, les MNA, en tant que aussi, je suis juriste de formation, en plus, dans le droit des étrangers. Donc, pour moi, les MNA, il y a deux types. Oui, il y a ceux qui sont pris par l'aide sociale à l'enfance. À Lyon, il y a des structures comme le CAPSO, comme Terre Amie, c'est des associations qui accompagnent ces mineurs, en tout cas, qui sont prises par l'aide sociale à l'enfance. Ils ne sont pas nombreux, hein, ceux qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. On va faire des ennemis. Voilà. Et il y a d'autres mineurs, une grande quantité de mineurs qui sont isolés, qui vivent dans des squats ou dans des bidonvilles. Nous, on va vers ces mineurs également, puisqu'ils sont éloignés du système de santé. Notre objectif, c'est de les amener vers le droit commun. Et après, dans le projet de sensibilisation, on est quand même en partenariat avec 7 structures différentes. C'est ça qui est bien. On a mis en place un projet financé par Gilead, notre bailleur, je pense qu'ils sont ici, Gilead, voilà, financé par un bailleur. Nous sommes 7 structures différentes. Nous avons l'ALS qui assure la prévention, nous avons les CGID qui assurent tout ce qui est prélèvement de sang, voilà. Nous avons les CDHS qui sont là, nous avons l'église protestante à Lyon qui nous donne du café, du thé, qui accueille les mineurs, voilà, on les reçoit. Et nous avons aussi Obélia qui parle de santé mentale. Et nous avons aussi Apélia qui parle de santé précaire des MNA. Donc c'est tout un ensemble, toute une journée où
Ils ont à la fois un parcours, ils peuvent aller voir un psychologue, faire une radio, faire les tests de dépistage. Et à la fin, quand ils sortent, c'est comme s'ils étaient allés voir l'hôpital en tant que tel. Voilà. C'est l'hôpital qui se déplace dans leur lieu de vie afin qu'ils puissent être accompagnés. En tout cas, c'est un projet novateur. Je vais vous dire pourquoi. Après, à la fin, vous allez voir par rapport aux statistiques qu'on a. Voilà, et le déroulement de la journée, j'en ai parlé. On passe le test, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le TROD, c'est les tests rapides d'orientation diagnostique. Ce sont des tests, on pique au bout du doigt, voilà, au bout, un peu de sang, on met dans un boîtier, voilà, dans un petit boîtier, et de là, au bout de 5 à 10 minutes, 5 minutes, vous avez le résultat. Si vous avez une hépatite B ou une hépatite C ou le VIH, vous le saurez tout de suite. Ça n'a rien à voir avec la sérologie, c'est différent, c'est complètement différent. Et d'ailleurs, ils préfèrent les TROD que la sérologie. Je vais me faire des ennemis avec des médecins. Voilà. Par exemple, à titre d'exemple, en 2024, on a eu 508 jeunes qui ont eu à passer lors de ce parcours avec ce projet MNA à Lyon. 508 jeunes. Ces 508 jeunes, en tout cas, ceux qui nous concernent au niveau de l'ALS, ils ont eu à faire les 3 tests. Et il y a une personne séropositive parmi les jeunes, 2 certaines séropositifs, comment on appelle ça, faux positifs. Après, vous allez poser la question, c'est quoi ces faux positifs, mais j'expliquerai. Et nous avons aussi le VHB, notamment l'hépatite B, 66 personnes qui ont une hépatite B et 4 personnes qui ont une hépatite C. Voici les statistiques en 2024, en tout cas, dues à l'intervention qu'on a effectuée au niveau du secours populaire. Il y a 110 personnes qui sont infectées de tuberculose. Là, au niveau des MNA, vu la promiscuité et le fait qu'ils soient dans un endroit ferme aussi, oui, il y a un risque de contamination, que ce soit les hépatites B ou l'hépatite C. Je l'ai dit tout à l'heure, les points forts de l'équipe, c'est quoi? C'est le fait qu'on parle les mêmes langues que les jeunes, ça c'est un. Deuxièmement, il y a une complémentarité au niveau des structures qui sont sur place, que ce soit les CJ, les CDHS, l'ALS, voilà, l'ensemble des structures, chacun a un rôle à jouer. Il y a des psychologues, il y a des psychologues aussi, voilà. Et aussi, le fait que aussi, nous, notre rôle, ce n'est pas que de tester. Oui, on fait des tests. Mais aussi, quand on teste une personne, que ce soit l'hépatite B, l'hépatite C, surtout le VIH, on accompagne physiquement vers le droit commun. C'est-à-dire qu'on va vers l'hôpital, on peut être d'interprète avec le médecin. On est un relais, par rapport au médecin. Mais également, il y a une orientation interne au sein de l'association où la personne, moi par exemple, les personnes m'appellent parfois à 17h, je sors, on est sur les quais, on discute parce qu'ils ont besoin de parler. Les personnes qui ont été découvertes positives, il ne faut pas les tester et les lâcher. Non, ce n'est pas notre rôle. C'est de dire, OK, vous avez le droit de commun, vous avez la chance d'être en France, quand même, le plateau médical qui est relevé, qui vous donne cette opportunité. Si vous avez une hépatite, soit vous vaccinez. Si vous n'avez pas d'hépatite, au moins, on vous dit, vous pouvez vous protéger. Donc, on est là pour l'accompagnement également en dehors de nos heures de travail. Je te laisse continuer, mais vas-y. Moi, je voulais aussi vous partager un petit peu 2 types de projets qu'on a réalisés avec des MNA, parce que ça rentre vraiment dans ces questions d'enjeux de santé, notamment la santé sexuelle, qui du coup, des enjeux de santé physique, mais aussi des enjeux de santé psychique, si on pense aux questions d'isolement, de relations affectives, relations amoureuses. Et donc, avec une des structures qu'a cité Oumar, qui s'appelle Therami, on s'est dit comment est-ce qu'on arrive à parler de santé sexuelle avec ces jeunes et que ça soit un bon moment pour tout le monde, que tout le monde soit un peu content d'être là. Et du coup, on s'est dit, mais si on faisait à manger en même temps qu'on parlait de santé sexuelle. Dans l'idée, c'est qu'on s'est dit, mais en fait, la sexualité, on peut comparer ça à de la nourriture. En fait, il y a des étapes, comme dans la sexualité, il y a une idée de genre, il y a un temps de préparation, il y a des bons ustensiles, il y a des bons ingrédients. Et comment est-ce qu'on peut faire un peu des parallèles là-dedans? Et donc, on leur a pas vendu... on leur a vendu la vérité, on leur a dit on va faire une recette pour se protéger dans sa sexualité, mais aussi une recette de crêpes, et on a fait des crêpes parties en même temps, et ça a super bien marché, et du coup ce format-là, on l'exporte maintenant un peu dans plein d'autres structures, en tout cas en s'adaptant aux contraintes des différentes structures dans lesquelles on va, et en fait ça a vraiment donné à des échanges assez chouettes, et aussi l'idée de pouvoir parler on cuisine ensemble, donc il y a vraiment un temps aussi d'échange informel. Et après, il y a vraiment aussi le temps des questions et de rencontres. Et ces ateliers, je les anime à 2. Je les anime donc moi et avec mon collègue Louis. Donc ça permet aussi d'être 2, un homme, une femme. Louis, il est camerounais, donc il y a aussi une personne blanche, une personne noire. Et c'est chouette aussi, des fois, cette mixité en tout cas. On ne vient pas me poser les mêmes questions à moi qu'on va aller poser les questions à Louis. Donc c'est aussi hyper riche là-dedans.
Donc voilà, donc c'était un peu aussi pour, je pense, parler des choses aussi positives et de ce que ça vient créer en termes d'émulsion, de parler de santé, de sexualité. Et puis en fait, souvent, ça débouche sur plein de questions, sur la question du plaisir, sur la question de la drague, sur la question de la rencontre en général. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on développe et qui est intéressant. Et autre chose aussi qu'on développe, c'est des podcasts avec les jeunes, notamment les jeunes majeurs. Avec certains mineurs aussi, c'est arrivé. Mais là, pour aborder plutôt la question des relations amoureuses. Et ça, pareil, alors ça demande une temporalité un peu plus longue d'investissement des personnes. Mais en tout cas, ça a donné lieu à des choses très chouettes aussi sur les questions de relations amoureuses, de questions qui se posent et de se rendre compte qu'au finalement, il y avait plein d'avis différents et qu'en fait, ils avaient aussi tous et toutes déjà un avis et qu'en plus, il était... souvent très bien construit, très riche, et puis des fois, il allait se rencontrer avec d'autres. Et donc, on a produit les petits podcasts qui sont en ligne. On n'a pas fait de diapo, j'aurais bien aimé vous en faire écouter des bouts, mais tant pis. Et donc, ça s'appelle leschroniques.fr. Donc, on a un compte Instagram, un compte TikTok. Sur Spotify, c'est Les Chroniques de l'ALS. Sur YouTube, c'est Association Lutte Vous contre le enverrez Sida. tout ça, vous envoyez tout Voilà. ça, et on mettra sur le site avec les autres PowerPoint. Mais vous Voilà. nous envoyez, hein, n'oubliez pas. promis. Hein, ça. En tout cas, merci. Merci. Bon, ben encore une fois, bravo aussi, hein, vous avez tenu très bien les délais. Alors, la parole est à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Non. Voilà, moi, je voudrais savoir comment, au sein d'un groupe, vous réussissez... Alors, autour des crêpes, hein, on sait que les éduques, ils adorent manger, donc ça, c'est pas un problème. Mais comment les jeunes, ils arrivent à parler de sexualité à côté du copain, de la copine, si vous avez filles et garçons... voilà, c'est un peu des sujets, tabous dont eux, ils ne parlent pas. Alors... même dans leur famille, là, même encore aujourd'hui, pour des familles qui sont en France issues d'immigration. Moi, je voulais juste dire, on parle d'immigration, mais nous, Français, quand on va dans l'autre pays, on parle d'expatriés. Donc, ça m'a toujours un petit peu dérangé aussi, mais bon, ça, c'est juste perso. J'avais ça. Et puis, effectivement... vous parliez d'hépatite B, de VIH et tout ça. Et ce qu'on rencontre, nous, aujourd'hui, à l'ASE, d'autres paramètres que j'ai pas rencontrés auparavant au début de ma carrière, c'était tout ce qui était l'homosexualité et tout ce qui était l'histoire du genre et transgenre. Là, on a quelques jeunes qui sont en transition de genre. Et c'est extrêmement compliqué. Alors déjà, c'est compliqué pour les histoires de papier et tout ça. Alors pour peu qui sont en transition de genre, que ça soit de il à elle ou de elle à il, c'est une vraie difficulté. Alors, Alors, attends, il marche ? oui, ça marche. Okay. Il y avait plein de questions dans la question. Je vais commencer par le début. En fait, dans tous les cas, nous, quand on fait des ateliers de groupe, on leur demande jamais de parler d'eux. On leur demande de parler de ce qu'ils connaissent et de ce qu'ils ont envie de donner à ce moment-là. Et en fait, étonnamment, assez vite, ils se libèrent et ils ont des questions. Souvent, c'est pas très freinant. Et puis, on aborde, même si on parle de sexualité, on entre d'abord sur la question de santé sexuelle. Donc, finalement, il y a quelque chose aussi de moins, on va dire... il y a une dimension plutôt biologique qui est des fois plus facile de rentrer là avant de parler de plaisir, qui peut être peut-être l'étape d'après. Mais en tout cas, en général, le fait de ne pas parler d'eux et de ne pas être obligé de parler non plus, de juste écouter, ça s'appelle juste tu bats les œufs et c'est OK. Et si tu as envie de poser des questions, tu poses des questions, quoi. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que souvent les gens ont tendance à dire oui, mais au début, moi aussi, je me suis posé cette question à savoir pourquoi vers les MNA. Après, les gens se disent que oui, MNA, pourquoi pas. Mais au fond, quand tu as un groupe de MNA et que toi, tu connais ce que tu fais, que tu es professionnel, moi, en tout cas, j'ai toujours eu la chance avec les jeunes, ils parlent. Ils se lâchent. Bien sûr, ils se lâchent. Mais
Souvent, moi, en tout cas dans le cas de mes interventions, les éducateurs ne font pas partie du groupe. Chaque fois quand j'interviens dans une structure associative, tout ce qui est chef de projet, chef de service, tout ça, ils ne seront pas dans le groupe. Ils seront pas dans le groupe parce que ça donne le pouvoir de dire, OK, moi, je suis un élément neutre. Je n'influence en rien votre situation administrative par rapport aux demandes de titre de séjour. Donc là, moi, je parlais de la santé, un grand frère qui vient discuter avec toi. Voilà. Donc, du coup, ils se lâchent. La plupart des jeunes, en tout cas, les groupes que j'ai eu animés, ça fait 10 ans que je le fais. Des groupes que j'ai eus, là, il y a même des endroits où on ne peut pas faire intervenir parce qu'on n'a pas le temps. Tellement il y a une demande et que tellement ça se passe dans leur langue et ils ont confiance, ils se lâchent. Deuxième élément, c'est vrai, moi, je ne mets pas les groupes mixtes. Moi, dans le cadre de mes interventions, il n'y a pas de groupe mixte. Pourquoi? Parce que j'ai constaté un jour, je suis allé dans un squat avec une population rome et que j'avais fait des groupes mixtes. Là, à la fin, c'est une femme qui est venue vers moi et qui a dit « Mais monsieur, nous, on ne peut pas parler quand il y a les hommes. » Je me suis dit « Waouh, mince !» Avec toute mon expérience de 10 ans, là, au Maghreb, là, regarde le petit. Donc, on apprend tous les jours. De là, je me suis dit « Ok, plus jamais les groupes mixtes. » Oh, il n'y avait pas de groupe mixte. Chaque fois, c'est les femmes avec les femmes. En tout cas, s'il y a des femmes, moi, je pense que je suis un homme. Mais donc, oui, c'est souvent, on fait appel à nos collègues femmes aussi au niveau de prévention jeune. Mais les groupes mixtes, on évite ça. Mais les jeunes, ils se lâchent, ils posent toutes les questions par rapport à la prévention. Par rapport à l'homosexualité, oui, c'est par rapport à la religion. C'est difficile d'en parler. Parfois, les gens ne veulent pas en parler. Mais c'est souvent dans le cadre, parce que moi, j'anime aussi tous les vendredis des permanences juridiques où j'accueille individuellement les gens. Donc, je leur donne mes contacts, mes coordonnées, et ces personnes peuvent m'appeler, ils viennent me voir dans le cadre de mes permanences juridiques. C'est en dehors de... Et même si on teste une personne positive devant un groupe, personne ne le saura, parce que nous, on lui donne un rendez-vous chez nous. Le résultat, on est les seuls à savoir les personnes positives. Même le centre n'est pas au courant. La plupart des cas, en tout cas, le centre n'est pas au courant. Donc, la confidentialité, elle est là, parce que c'est important. Sinon, la personne risque d'être stigmatisée. Et ce dont on veut éviter, c'est ça. Donc, on n'a pas ce problème-là, vraiment, par rapport aux interventions. Non, je partage tout à fait cette analyse. Je pense que le point important, c'est de se dire, quand on a une structure, ce n'est pas nous qui sommes à même de parler de sexualité. Il faut faire venir quelqu'un de l'extérieur. Quelqu'un de l'extérieur qui partira avec les secrets. Et donc, personne de la hiérarchie, de l'encadrement ne partage ça. Et les gamins, à ce moment-là, ils s'ouvrent. Ils partagent. Ça, je l'ai constaté à plein d'occasions. Une autre question, oui, allez-y. Oui, bonjour à tous. Moi, je représente une autre association de lutte contre le VIH/SIDA, donc bravo pour tout ce que vous faites. Je suis du comité des familles. Et par rapport au TROD, donc de tests de dépistage rapide VIH, VHB, VHC, nous, on croit beaucoup aux témoignages, parce que du coup, le fait d'avoir des gens déjà concernés par la maladie fait que, et qui se portent en général bien quand ils sont traités avec une charge virale indétectable, fait que du coup les personnes en face se disent finalement j'ai tout intérêt à me faire dépister, puisque si je me fais dépister et que même si c'est positif, finalement si je suis comme la personne à laquelle je m'identifie qui vient juste de parler de sa maladie, finalement c'est mieux pour moi de le savoir. Et donc voilà, on croit beaucoup aux témoignages. Et sur le côté femmes-hommes séparés, oui, je suis d'accord avec vous sur certains sujets, et en même temps, la vie sexuelle, c'est quand même à deux, donc c'est vrai que des fois, je trouve ça bien quand même de mélanger garçons et filles pour que les genres puissent se parler sans que ce soit un problème. Oui, c'est une approche. Pas que... Oui, non, je pense que c'est pour un public bien particulier, oui, mais bon, globalement. Moi, j'avais une question sur les 2 faux positifs, là. Oui, les faux positifs, ça existe, oui. C'est souvent la personne, si la personne prend des traitements, des antirétroviraux, quand tu fais le test tout de suite, donc les résultats n'apparaissent pas parce qu'elle a une charge virale indétectable. Peut-être les médecins peuvent expliquer mieux que moi. Je ne suis pas médecin de formation, mais on a ces cas-là. Parfois, tu peux prendre... Comment vous avez géré ces 2 faux positifs? Les faux positifs, oui. De toute façon, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on ne leur dit pas « vous avez le sida ». Non, on a une manière d'annoncer le résultat. On a été formé pour... Oui, on pense que vous êtes rentré en contact, mais pour confirmer ça, pour l'instant, il faut d'abord venir au bureau. On va vous accompagner au CJ. Vous allez faire le test. Et une fois que le test, on sait qu'à 99,99% quand tu fais le TROD, si c'est positif, c'est positif. Mais notre rôle, c'est toujours
et main levée pour ne pas être certain du domaine médical. Moi, je ne veux pas traumatiser une personne. Et à la fin, on lui dit non, tu n'as pas le VIH. Donc, c'est dire que vous êtes entré en contact. D'abord, venez au bureau. On va vous accompagner voir un médecin spécialisé. Et de là, le médecin va essayer de diagnostiquer votre situation, faire des sérologies. Et après, on aura un résultat. On écoute le médecin. La personne vient avec nous. Et c'est souvent, on paye soit des crédits pour le téléphone, soit on se déplace même là où le lieu de résidence, là où on a trouvé la personne, mais en dehors du vue des personnes qui résident. Le secret est toujours là. Et de là, après, c'est le médecin qui doit jouer son job. Nous, on est là et accompagner l'individu afin que le médecin puisse faire son travail. Et après, on fait le travail relais aussi derrière. Voilà. Mais le faux positif, oui, ça arrive. Ça nous est arrivé cette année d'ailleurs à 5 reprises ou 6 reprises. Ah oui. Et ce qui est bizarre, ça, il faut qu'on vérifie ça, hein, il faut qu'on revérifie avec les labos aussi. Parce que cette population, au niveau des MNA, c'est un programme nouveau, c'est un nouveau projet. Et qu'à chaque fois, on découvre qu'il y a des faux positifs, il y en a 7, c'est trop. Et puis, ce ne sont pas les mêmes trodes, hein, c'est des trodes différents. Et pourtant, on en a 7 positifs. On a quand même 2, par exemple, positifs VIH. Au début, moi, je me dirais, comment ils ont eu le SIDA, ils ne font pas de relation sexuelle, c'est des MNA. Oui, il y en a une, par exemple, elle est née avec le VIH. Quand elle est arrivée, elle nous a dit que ma maman est décédée de la maladie. Le deuxième jeune qu'on a découvert il y a une semaine, c'est une personne qu'on a violée en Libye. Elle a subi des sévices en Libye, qu'elle a été emprisonnée et tout ça. Donc, quand elle est arrivée, oui, elle avait chopé le VIH. Donc, vous voyez, donc oui, par rapport à cette population, c'est quand même une réalité. Comment ? Finalement, c'était juste une petite tumeur. C'est pas normal. C'est pas terrible. Voilà. Est-ce qu'il y a une question ? Oui. Oui, moi j'ai une question par rapport au parcours migratoire. Dans l'association où je suis, le discours de l'ensemble des jeunes, c'est qui sont partis avec quelqu'un de la famille, un tonton, et puis qui les a abandonnés ou qui a disparu dans le parcours. Mais voilà, et du coup, ils sont arrivés seuls. Et c'est un discours qui dure. Alors, on est association, hein, on est là dans l'espace avant la reconnaissance ou pas de minorité. Mais même quand les liens durent, au-delà de la reconnaissance de minorité, c'est cette façon de parler continue et c'est une question. Enfin, il y a des accueillants qui disent non, on n'a pas envie d'insister parce qu'on se dit bien que c'est pas ça, mais il n'en parle pas. Mais c'est vrai, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites de cette reconnaissance du projet migratoire. Alors, peut-être qu'il faudra plusieurs années. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est un discours que vous connaissez beaucoup ? Mais nous, c'est le schéma classique, hein, tonton, tata, et puis abandonné. Oui, je ne suis pas rentré dans les détails des catégories de mineurs isolés étrangers dont vous parlez. Normalement, dans notre analyse, on l'appelle un enfant mandaté. L'enfant mandaté, il a quand même un lien sur place, dans le pays d'accueil. On sait très très bien comment ça va évoluer. On sait très très bien que la rupture va arriver à un moment ou à un autre. Pour plusieurs raisons, dont souvent l'esclavagisme moderne. Mais ce voyage qui a été fait du pays d'origine au pays d'accueil, avec un membre de famille ou un ami de la famille, ainsi de suite, rentre de toute façon dans le cadre d'un projet migratoire. Je m'en vais pour améliorer ma situation et aller là-bas pour pouvoir faire des études, avoir un diplôme, avoir un travail meilleur pour qu'en retour, aider ma famille qui reste sur place. Mais c'est ça le projet migratoire. Donc qu'il soit dans n'importe quelle catégorie des mineurs isolés étrangers, mais le départ est toujours quelque chose. Je fais un déplacement de partir d'un point B d'un point A vers un point B pour améliorer ma situation, donc dans le cadre d'un projet migratoire. D'autres, comme j'en ai pas parlé, les Roumains par exemple, qui sont imbriqués dans des réseaux de prostitution, ainsi de suite, mais dans le projet, il y a un projet migratoire parce que la famille a confié l'enfant aux passeurs qui, une fois arrivés en France ou ailleurs, vont le mettre sur le trottoir, mais la famille au départ, c'était l'envoyer pour améliorer sa situation, pour qu'en retour, la famille puisse en profiter. Et on est toujours dans le projet migratoire. Et c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de cette problématique. Il faudrait vraiment qu'on la traite. Moi, j'avais aucune crainte à la traiter avec l'enfant.
j'en ai aucune crainte. Et d'ailleurs, ça nous aide à l'aider à mieux réussir sa vie dans le pays d'accueil. Parce que tu as un objectif, tu es venu parce que tu as un objectif, ben nous, on va te donner les moyens pour pouvoir réussir ton objectif. Et la relation change complètement. Complètement. Parce qu'effectivement, on va l'aider. Premièrement, pour la première des choses, tout à l'heure, j'ai parlé des examens aux sœurs. Enfin, c'est vraiment un traumatisme pour moi. Enfin, c'est une autre histoire. Dieu merci, j'ai dépassé ce trauma. Mais le fait de le faire accepter à l'aide sociale en France, parce que le parcours commence par là. Accepter à l'aide sociale en France, scolariser, accompagner le jeune jusqu'à ce qu'il devienne majeur, le faire entrer dans le cadre d'un contrat jeune majeur et l'accompagner dans ses 21 ans. Et là, je veux dire, il a réussi sa mission. Nous, on a réussi notre mission éducative. Mais si on occulte le projet éducatif, c'est qu'on est passé à côté de la plaque. Migratoire, oui. Oui, excusez-moi. Ces enfants disent beaucoup, ces jeunes disent beaucoup, moi je ne savais pas et je me suis retrouvée dans un autre pays. Voilà. Ben, ça paraît un peu énorme et ils ne décollent pas de ce genre de choses. Donc les familles sont souvent désarmées. Après, moi, je vais témoigner par rapport à une personne quand même qui a vécu au Maroc, qui a vécu au niveau des pays de transit. Je vais dire deux choses. Première chose, je vais mettre ma casquette en tant que juriste. Dans l'article L423-22 du CESEDA, parmi les conditions, il ne faut pas que le jeune soit en lien avec son pays d'origine. Et ça, c'est la préfecture de démontrer ça. Il faut que l'administration démontre que le jeune n'est pas en lien avec son pays d'origine. Et donc, s'il y a ce lien-là, oui, ça fait partie des 5 critères d'obtention parce que le MNA, il a 5 critères pour être reconnu mineur. Le 4e, je l'ai oublié, mais je vais donner les 4. Le premier, c'est être suivi par l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est obligatoire. Deuxièmement, c'est une scolarité assidue et sérieuse. Ça, c'est de scolarité. Troisièmement, ne pas être en lien avec son pays d'origine et l'insertion. Le 4e, c'est l'insertion au niveau de la scolarité avec les... Donc, la plupart des jeunes, c'est vrai, ils écoutent, ils entendent que les gens le disent. Il ne faut pas dire que nous sommes en lien. Et c'est vrai. Au niveau de jurisprudence, c'est à la préfecture de démontrer qu'ils ne sont pas en lien. Après ça, c'est les photos, les vidéos et autres. Ça, c'est du côté du droit. Voilà. Oui, c'est pour compléter la réponse qui vient d'être donnée. C'est que pourquoi on insiste, nous, sur le fait qu'il soit isolé ? Parce qu'un mineur n'a pas besoin d'être pris en charge par les sociales enfance. Un mineur en danger, oui, les sociales enfance est obligé de le prendre, c'est la loi. Il ne fait qu'appliquer la loi. Et comment on prouve, nous, que ce mineur est en danger ? C'est parce qu'il est isolé. Donc, il n'a pas de lien avec la famille ou une tutelle quelque part. Et ça, c'est très, très important. Parce que c'est pour cela qu'il ne va jamais vous dire que j'ai une tata, un oncle, chez qui j'étais, il m'a jeté à la rue. Il ne va jamais le dire. J'ai débarqué, je sais comment, voilà, on m'a déposé, et puis ainsi de suite. Et parce que on a intégré que le fait de l'isolement fait que l'aide sociale en France prend en charge. Et c'est très important. Et je voulais rajouter, juste pour compléter excusez-moi, mais parce que... J'avais une question là, ouais. Une dernière question, parce que le temps passe très vite. Je répondrai tout à l'heure quand je prendrai la parole. Il n'y a pas de souci. Prends la question, Stéphane. Il n'y a pas de souci. Non, allez-y. Dernière question, allez-y. Non, mais je viens sur la tribune après, donc il n'y a pas de souci. Prends la question. Alors, c'est à vous. Mais prends la question de la personne. La question de la personne, et puis c'est à vous de monter. Ouais, c'est ça. On y arrivera. Je voulais juste apporter une précision par rapport à l'évaluation médicale. Elle n'existe plus. L'évaluation est uniquement sociale. Et c'est uniquement les magistrats, et je parle sous le contrôle du juriste, qui peut demander éventuellement des examens médicaux avec l'accord de la personne. Et en fine, c'est les juges des enfants qui établissent si oui ou non l'examen est possible, voire nécessaire. Par contre, sur l'accueil provisoire d'urgence, c'est-à-dire les temps où l'enfant est considéré un mineur avant l'évaluation, il peut y avoir, selon les structures déléguées pour cette évaluation, des pôles santé, des actions de santé pour la prévention, la vaccination, les constantes. Et par exemple, nous, on travaille beaucoup avec la Croix-Rouge, France Terre d'Asile, etc., qui, avant même l'évaluation sociale, oriente des mineurs non accompagnés en passe,
comme des têtes où les enfants disent avoir un problème de santé. Donc voilà, je voulais rassurer. Et voilà. Et cette histoire du test de l'âge seul a été remise en cause largement parce qu'il y a une marge de 18 mois d'erreur. Donc, quand on a 16, voilà. Par les juges, c'est ce que j'ai dit. Il peut être uniquement, c'est les juges en fine qui décident ou pas s'il doit y avoir recours. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.